Vous êtes sur Medi 1, très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Le procédé de l'émission, vous connaissez, scindé en deux parties. La première sera consacrée à un phénomène qui prend de l'ampleur sur le continent. Des enfants qu'on retrouve parfois dans des rues ou dans des endroits assez insolites. Il s'agit des enfants abandonnés. Comment se reconstruire à l'âge adulte? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission avec mes invités du jour. En deuxième partie d'émission, toujours en lien avec la première thématique, nous allons nous intéresser à l'adoption. Pourquoi et comment aujourd'hui adopter un enfant? Est-ce que c'est la seconde chance par excellence? Des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités du jour. Ils sont là sur le plateau de Génération News. Il s'agit de Félicia, vous êtes influenceuse. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Bonsoir Régis, merci de m'avoir invité, tout le plaisir est pour moi. Tout le plaisir partagé également ma chère Félicia. Nous avons le plaisir de recevoir également sur ce plateau quelqu'un qui est déjà venu pour une première fois. Deuxième fois, participation à notre ami Moussa, étudiant en journalisme. Toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau de Génération News. Bonjour Régis et merci pour cette seconde invitation. Nous avons également l'honneur de recevoir pour la seconde fois Orly, entrepreneur. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Média. C'est un plaisir, merci beaucoup. Et nous terminons cette phase de présentation avec Ibrahim, étudiant en droit, deuxième participation à Génération News. Merci d'être là avec nous aujourd'hui, mon cher Ibrahim. Les amis, nous allons attaquer tout de suite la première thématique qui nous concerne évidemment dans cette émission Génération News. On va parler de ces enfants abandonnés, comment se reconstruire à l'âge adulte. Moussa, évidemment, je l'ai dit, le phénomène prend un peu de l'ampleur sur le continent. Comment l'expliquer? Pourquoi aujourd'hui on retrouve des femmes ou des jeunes filles qui ont décidé de chérir ce bébé pendant 9 mois et de voir un enfant se retrouver dans des endroits assez insolites, insalubres? Comment expliquer ça aujourd'hui, ce phénomène? Il faut savoir que nous vivons dans un contexte social africain où le corps social a beaucoup d'emprise sur l'individu. Ce n'est pas par exemple comme en Europe où l'individu a une marge de manœuvre par rapport à cette société-là. Donc il y a toujours, si vous voulez, une manière pour la société de surveiller les gens qui le composent. Et à partir de là, il y a un certain regard social que tout le monde se donne le droit d'avoir sur les individus. Si donc on est en société et que certaines choses sont jugées un peu décalées par rapport à la morale, il y a ce poids-là du regard qui s'abat sur la personne sur laquelle la chose s'est abattue et qui fait que des fois, comme pour le cas des enfants que l'on abandonne, on décide de faire cela parce que tout simplement, on a peur d'être trop écrasé par le poids social et par le jugement, le regard de la société. Je pense que principalement, c'est là que l'on doit chercher l'explication au phénomène d'abandon des enfants. Il peut y avoir d'autres explications, mais justement, en parlant de ça, d'autres situations, d'autres faits qui peuvent expliquer évidemment ce phénomène. Félicia, il a donné quelques pistes de solutions. Il y a le regard, cette pression sociale qui peut pousser la jeune femme ou la jeune fille à abandonner son enfant. Mais est-ce que, avec un regard un peu lointain, est-ce qu'il y a d'autres faits aussi qui peuvent expliquer ça, ce phénomène-là, l'abandon des enfants? Bien sûr, déjà il y a le partenaire aussi. Quand il refuse l'enfant, c'est très difficile aujourd'hui de se dire une jeune femme à son âge, elle va s'occuper d'elle déjà et d'un nouveau-né. C'est compliqué. Et après, il n'y a pas de structure pour aider les jeunes filles dans ce genre de cas. Parce que quand elles se rapprochent des personnes adéquates, elles ont déjà un jugement. Ouais. Il y a le regard qui dit tout, et ensuite il y a les paroles, parce qu'elles sont très souvent très mal reçues. Donc en fait, il faut associer l'abandon à une fuite de responsabilité, tout simplement. D'accord. Ça, c'est évidemment sur le côté, vous avez dit paternel, quand le père n'est pas dans les aptitudes, il n'a pas ces aptitudes-là à accepter cette paternité-là. D'accord. On va parler également des structures. Orly, Félicia parlait l'absence des structures. Je pense qu'en l'occurrence, tu fais référence aux orphelinats et tout le reste. C'est vrai qu'il y en a sur le continent, mais pas assez. Ou bien quand il y en a, il y a toujours des petits problèmes parce que c'est pas en général très bien structuré. En parlant des orphelinats et des pouponnières également, pourquoi aujourd'hui sur le continent, on n'a pas cette facilité-là à aller vers les orphelinats pour déposer des enfants? On trouve plutôt la facilité à laisser un enfant dans une corbeille ou dans une poubelle. Pourquoi on n'a pas cette culture d'aller vers l'orphelinat? Selon moi, déjà, il faut savoir que nous sommes en Afrique. Et en Afrique, il y a beaucoup de tabous. Beaucoup de tabous. Il y a des choses sur lesquelles non seulement nos propres parents,
évite certains sujets avec nous. Donc, c'est pas évident. Du coup, quand vous avez des jeunes filles, des jeunes, en tout cas des femmes qui accouchent et qui quand même prennent leur enfant, et on se courage là, parce qu'il faut vraiment avoir du courage et une certaine force pour poser cet acte-là. C'est surtout ça, parce que l'enfant grandit en toi 9 mois et il y a autant de complicité que vous créez, et puis derrière, se débarrasser vite fait comme ça. Effectivement, mais je ne pense pas que ce soit un acte anodin. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu, dont surtout le fait qu'on ne sache pas comment s'y prendre et comment faire pour la suite. On a beaucoup de jeunes filles qui peuvent se retrouver avec leurs enfants et totalement abandonnées elles-mêmes avant de prendre la décision d'abandonner leur enfant. Donc elles se retrouvent abandonnées elles-mêmes, elles se retrouvent dans des situations où même acheter une boîte de lait ou offrir du lait. Et j'en ai rencontré malheureusement, j'ai essayé d'aider de mon mieux, mais vous voyez des enfants très mal nourris. D'accord ? Ça, ce sont des situations qui ne sont pas évidentes. Quand on parle de structure, je ne veux pas qu'on parle de structure juste en termes d'orphelinat et autres. Non, je veux qu'on parle des structures comme par exemple la Maison Rose. Je ne sais pas si je peux citer. Donc, quand on parle de la Maison Rose, par exemple, ces jeunes filles-là savent qu'elles peuvent y aller et se présenter sans être jugées. Ouais, c'est une maison, une structure publique qui reçoit des femmes, des jeunes filles qui ne peuvent pas. Évidemment. Et ensuite, cette maison-là met tout en œuvre justement pour connaître ces jeunes filles-là. Mais il y a aussi la partie de développement personnel qui est très importante. Et comme j'essaye de le spécifier, c'est tout un process. Lorsque les médecins reçoivent des jeunes filles enceintes, je pense que leur devoir, ce n'est pas juste de dire on fait une échographie, on voit si le bébé va bien et bam, lève-toi, va-t'en. Non. Le problème ici, c'est d'abord de cerner si la jeune fille se sent bien dans sa grossesse. Comment elle est tombée enceinte, quels sont les facteurs qui font en sorte qu'elle puisse se retrouver dans un état de stress, parfois, etc. Mais parfois, c'est pas perceptible. C'est-à-dire, sur le premier regard, le médecin ne peut pas tout de suite deviner ce qui va se passer après l'accouchement. Mais justement, là, en fait, il faut qu'il y ait un échange. Le médecin, comme je le dis, c'est comme quand vous allez, par exemple, à la boutique. Excusez-moi de prendre un exemple comme ça. Vous achetez du pain. Mais si jamais ce pain-là vous fait mal au ventre, vous vous donnez le droit de retourner à la boutique pour dire « Écoute, tu m'as vendu un pain, je veux savoir où tu l'as acheté et comment cela a été produit. » Donc je pense que le médecin ne doit pas se limiter à dire « Je suis là, j'ai une patiente devant moi, je fais une échographie et à la fin j'ai mon salaire. » Non, il doit prendre en charge tous les facteurs. D'accord. Oui. Voilà, en parlant de facteurs, tu veux rebondir sur un truc, Moussa? Je viens à toi dans quelques minutes. Je me tourne vers Ibrahim. Je m'accroche à la thématique du jour qui nous concerne dans cette première partie de Génération News. Comment se reconstruire, Ibrahim? Comment se reconstruire quand on sait qu'on a été retrouvé dans une poubelle, qu'on a été retrouvé dans la rue? Comment grandir avec ce stigmate et se développer et être un adulte accompli et complet? Avant de répondre à cette question, je vais revenir sur la question. Et moi, je préfère mettre les pieds dans le plat tout de suite en disant tout simplement que le plus gros des abandons qui se fait n'est pas lié à ce que vous avez cité. Effectivement, il y a bien des parents qui abandonnent des enfants dans des décharges comme on peut en voir. Mais s'il faut traiter de la thématique des enfants abandonnés, le plus gros d'abord du problème, il est soit religieux, soit au niveau, dans certains pays, il est lié à la sorcellerie. La plupart des enfants abandonnés dans certains pays comme le Congo, le Togo, on parle des enfants sorciers qui sont abandonnés par la communauté du fait qu'ils sont supposés être sorciers. Dans le cas d'un pays comme le nôtre, celui en tout cas qui est notre pays. C'est quoi le concept enfant sorcier? Je veux dire, c'est vrai, le nom parle déjà, mais qu'est-ce qu'on entend? Il est assez simple, c'est là aussi lié tout simplement à la pauvreté. On est dans une famille, notre papa peut-être il a perdu son boulot et derrière, pour multiples raisons, on nous taxe du qualificatif de sorcier. D'accord. Et derrière, la famille se détourne de cet enfant-là qui est livré à lui-même, livré à la rue. D'accord. Et ce qui peut poser un gros problème. C'est un enfant qu'on ne considère pas comme un porte-bonheur. Exactement. Dans le cas du pays qui est le nôtre aujourd'hui, le Sénégal, le phénomène des talibés. Je pense que ça se passe de mots. D'accord. C'est tout simplement des parents qui décident de se détourner de leurs responsabilités et qui confient leurs enfants très souvent à des charlatans, à des vendeurs de rêves. Parce que si le principe même, pour que je sois bien clair dans ma réponse, si le principe même du talibé philosophiquement s'entend, parce que c'est d'abord une volonté d'apprendre à un enfant la notion d'humilité. C'est ça le principe philosophique. Mais ça, c'est quand il est mené dans des bonnes conditions. La réalité des faits aujourd'hui est telle que les enfants sont confiés généralement à des charlatans qui le font pour des raisons pécuniaires. Et
c'est déjà ça l'échec, c'est que des parents... Non, on a des parents démissionnaires. Exactement. Voilà, c'est ce que Félicia ça constitue le gros des enfants abandonnés aujourd'hui, au-delà des abandons qui ont pu être mentionnés par mes interlocuteurs aujourd'hui. Maintenant, pour répondre à votre question, comment se construire? Moi, je pense fondamentalement que la réponse vient d'abord des politiques. D'accord. Je pense qu'on choisit ses élus et il n'est pas question qu'à chaque fois, face aux mots qui minent notre société, on se demande qu'est-ce qu'on pourrait faire lorsque l'État ne répond pas. Oui, mais est-ce que dans ce cas, le travail, ce n'est pas d'abord un travail introspectif? Est-ce que ça ne commence pas par soi-même d'abord? C'est-à-dire, est-ce que se reconstruire, c'est vrai qu'il faut déjà accepter d'abord de vivre avec ce stigmate-là, de surpasser ça en fait, de se surpasser soi-même. Donc le travail commence par soi-même d'abord, avant évidemment d'avoir l'État derrière qui peut ou pas apporter son aide. C'est une façon d'aborder la société. Et moi, je prends le chemin totalement inverse. Je pense que trop longtemps, justement, dans le cadre de nos sociétés, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire lorsque l'État ne répond pas. Et je pense que c'est une erreur fondamentale que de penser la société ainsi. Je pense qu'on choisit ses élus et c'est d'abord aux élus d'assumer leurs responsabilités par rapport aux mandats qui ont été attribués par les populations. Et donc, c'est d'abord aux politiques de mettre les mécanismes en place. Oui, parce qu'il y a l'équation pays pauvre, pays riche, peuple pauvre, ça peut concourir à tout ça. C'est un point évidemment souligné par Félicia dans son argumentaire. Félicia, je reste avec toi. Alors, c'est vrai qu'on parle des enfants abandonnés, on parle de comment se reconstruire. Je tiens à rappeler que tu es dans le social, tu es influenceuse, mais tu es beaucoup plus dans le social, dans le don de soi, parce que tu es dans les collectes de dons, tu te rapproches des tout petits, ces enfants abandonnés justement, tu es en contact avec eux. Comment ça se passe? Je veux dire, quand tu vas à la rencontre de ces enfants-là, comment ça se passe dans les orphelinats? Je veux dire, c'est quoi le billet retour? C'est quoi l'émotion partagée avec ces enfants? Qu'est-ce que tu ressens et comment ça se passe? Donc de dire que ce sont des montagnes russes, les émotions. Parce qu'au début, il y a de la tristesse, ensuite il y a de l'amour. Et lorsque vous êtes vraiment en contact avec eux, après, dans leurs yeux, vous voyez de l'espoir, je veux dire ça comme ça. Tu as parlé tout à l'heure de politique, Ibrahim. On ne va pas tout le temps se tourner vers la politique. Nous sommes des êtres humains. On peut réfléchir de nous-mêmes. Tu vois des filles aujourd'hui qui partent déposer des enfants dans des endroits vraiment insalubres. C'est déplorable. Elles ont une mentalité. Elles savent ce qu'elles font. C'est vrai, il y a la pauvreté derrière. Mais aujourd'hui, il y a des orphelinats. Exemple, les enfants que je vais voir, il y a des parents qui partent déposer leurs enfants là-bas pour qu'on s'occupe d'eux. C'est difficile, c'est vrai. C'est difficile pour tout le monde. Mais si tu te dis qu'aujourd'hui tu abandonnes parce que l'État ne fait pas, demain, comment ce sera? Je veux dire ça comme ça. Et pour revenir à ta question, Régis, tu sais, ces enfants, ce sont des petits trésors. Ils sont très précieux et ils sont très intelligents. Parce que les parents aujourd'hui ne savent pas ce qu'ils ratent quand ils déposent leurs enfants dans la rue. Ouais, parce que sur le coup, on est guidé par des émotions et puis après, derrière, il y a le sentiment de regret. Bien sûr. Et vous savez, partager avec eux, c'est tellement bien parce qu'aujourd'hui... Et qu'est-ce qu'ils vous disent, ces tout petits là, quand vous échangez avec eux? Il y a une qui me parle, elle me dit « Tata, tu es la première qui prend ton temps à t'asseoir et à parler avec nous. Les autres, ils viennent, ils déposent, ils partent. Ils ont besoin d'amour. Sans amour, je pense que les gens ne seront pas heureux aujourd'hui. Parce que de base, l'amour, c'est 2. Après, on forme une petite famille. Et c'est un peu ça. Ouais, l'équation 1 + 1 = 1, en ce qui concerne évidemment l'amour. Oui, Moussa, tu voulais rebondir sur un point, je crois, l'argumentaire de Orly ou Ibrahim? Éviter un peu de simplifier trop les choses. On a entendu la notion des talibés, par exemple. Il y a un grand savant de ce pays-là, il est décédé, un guide religieux, il s'appelle Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, concernant précisément la question des talibés. Il disait qu'il est carrément interdit en islam de faire subir certaines choses à un enfant. Et que aussi, lorsqu'on parle d'abandon, il y a aussi le fait que il n'y a pas possibilité de faire retourner cet enfant-là à celui qui l'a abandonné. Parce qu'on n'en veut pas, on a abandonné. Donc, alors que dans le cas des talibés, ça n'est pas la même chose. L'enfant, le papa, la maman reconnaît avoir remis son enfant à quelqu'un. Genre orphelinat, mais pas dans les mêmes styles et tout. Donc, on reconnaît avoir déposé son enfant là-bas pour cette formation. Donc, faire la différence un peu, c'est primordial. On a aussi parlé de reconstruction. J'ai un jour entendu l'histoire assez inspirante d'une personne qui a vécu au temps de la Deuxième Guerre mondiale, un enfant, mais qui a expliqué de par son itinéraire
étant enfant, a été obligé de se forger un mental d'adulte. Cela dit que la question de la reconstruction ne doit pas être considérée vis-à-vis de l'âge, mais ça doit être considéré vis-à-vis du niveau de conscience de la personne, de l'individu. On constate alors que c'est une question personnelle de se construire personnellement et non pas, par exemple, de jeter la responsabilité sur l'État et de se dire que c'est l'État qui doit prendre les choses en charge. Et du moment que je pense qu'on est dans la construction, dans la reconstruction de soi, au moment où on commence à se poser des questions telles que comment je vais faire pour moi en tant qu'individu pour donner sens à mon existence. On se rend compte déjà qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Il y a la psychologie de la personne, il y a la capacité de résilience par rapport au coût de la vie, en fin de compte. Il y a la capacité de cette personne-là à aller au-delà. Mais au niveau personnel, si on dépasse ce niveau personnel-là, il y a la question de la société. Quand il y a rupture, il y a forcément déchirure entre la personne et les parents, d'une part, mais d'autre part, la personne peut se sentir rejetée de manière générale par la société. C'est là que le danger peut arriver. Veillez à ce que la personne ne développe pas les germes d'une auto-exclusion par rapport au corps social. Et ça, développer ces germes-là d'auto-exclusion, ça passe par le fait aussi que la personne sente que la société ne le prend pas à charge, l'abandonne à soi-même. Et là, ça devient dangereux parce que la personne à ce niveau-là, en plus d'être un danger pour soi, va devenir un danger pour la société. C'est là l'inquiétude, Orly, le fait qu'évidemment, si cette personne se retrouve un petit peu... Enfin, cette personne essaie de faire un peu un repli sur soi, parce qu'en général, ces personnes versent dans la dépression. Et comme j'ai tendance à le dire, être dépressif, c'est se parler à soi-même de manière négative, se convaincre que ce qu'on fait, c'est bien, mais au finish, ce n'est pas le cas. Donc le danger, il est là. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un accompagnement, derrière, on a l'impression que la personne peut répéter les mêmes choses. Effectivement, et là, si tu me permets, j'ai une petite histoire. On est preneurs, nous, nous on prend. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille qui tombe enceinte à l'âge de 17 ans. Et sa meilleure amie aussi tombe enceinte au même âge. D'accord. Donc, cette jeune fille, elle tombe enceinte. Et lorsque les deux se rencontrent en pleine rue, elles ont des gros ventres, elles marchent et il y a des voitures qui s'arrêtent et qui se moquent d'elles. Et non, les voitures s'arrêtent vraiment. Hein. Oh, ils se moquent et tout, et ils passent et autres. Finalement, quand la première jeune fille qui est tombée enceinte accouche, c'était dans la même période que sa meilleure amie, la première, elle est prise en charge par sa famille, elle est encadrée, etc. et autres, mais sa meilleure amie se retrouve chassée de la maison. Ça a été très difficile, mais sa meilleure amie n'a pas lâché. Elle a pu obtenir une bourse grâce à l'État, elle a tout fait. Et aujourd'hui, ce sont deux personnes qu'on respecte, ce sont des personnes aujourd'hui, des femmes, qui ont leurs enfants et qui arrivent à les nourrir. Et ça, c'est mon histoire. C'est mon histoire et celle de ma meilleure amie. Donc du coup, je me dis, effectivement, il faut l'encadrement, mais il faut aussi surtout avoir un mental. Et il faut avoir des amis, il faut avoir des personnes autour qui sachent nous parler. Parce que sinon, tu lâches. Il y a des filles qui se sont suicidées avec leur bébé dans le ventre. Il y a des jeunes filles aujourd'hui, je vous assure, prendre son propre enfant, que vous avez gardé pendant 9 mois, le mettre dans un sac, c'est pas un geste anodin. C'est lourd. C'est quelque chose qui va nous poursuivre jusqu'à la fin. Et moi, ce que je dis des fois, c'est que ces jeunes filles-là, quand elles tombent enceintes, il y en a qui, en tentant d'avorter aussi, décèdent. Ces jeunes filles-là, quand elles tombent enceintes, c'est parce qu'elles n'ont pas certaines informations. Si par exemple, aujourd'hui, quand on se dit orphelinat, dans la tête de certaines personnes, l'orphelinat, c'est juste, j'y vais pour voir des enfants orphelins. Voilà. Mais moi, si j'ai mon enfant, je ne vois pas pourquoi je vais aller dans un orphelinat déposer. Ça, c'est un manque d'information, je pense. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai dit un médecin devrait être un relais pour ces associations-là. Un médecin devrait être un relais pour ces orphelinats-là. De mettre en œuvre son côté psychologue pour pouvoir détecter tout de suite un petit peu des signes, des signaux qui Il devrait y avoir ça dans chaque hôpital. Je pense que ça devrait se passer comme ça. D'accord ? Quand une jeune fille est enceinte, elle devrait être épaulée. D'accord, par des personnes autour, etc. Il devrait y avoir cette petite communication-là. Parce qu'effectivement, quand on parle de poids social, il y a des jeunes filles, même quand elles tombent enceintes, les familles les enferment. Bon, tu passes tes 9 mois là-bas, tu te caches, tu es une honte.
d'accord? Elles sont obligées de se cacher, etc. Elles ont juste droit à certaines visites. Et en parlant de ça, je vais t'interrompre une minute, ma chère Orly. Ibrahim, elle a souligné un point. C'est un point, évidemment, que j'allais également mettre en exergue en ce qui concerne la responsabilité des parents. Qu'en est-il dans ce phénomène-là? La quasi-totalité, ce sont des jeunes filles. On a souligné les faits. Félicia en a souligné. Orly, pareil pour Moussa. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'expliquer. Ça, sur ce principe, on est d'accord. Mais comment expliquer que derrière aussi, il y a parfois un mutisme ou une réaction assez exagérée des parents? Orly parlait d'emprisonner, hein. C'est vrai que c'est assez extrême, mais malheureusement ça existe sur le continent. Qu'en est-il de la responsabilité des parents? Moi je pense que, comme il a dit, en vérité dans le contexte africain, on est un peu prisonnier de la société. On a dans certains cas, j'aurais dit le bonheur de vivre dans une société, et dans d'autres cas, on a le malheur de ne pas vivre dans une société qui se conçoit de façon très individualisée. Parce que l'avantage finalement de l'Occident, c'est d'être dans des sociétés qui sont très individualisées, dans lesquelles finalement le regard de l'autre n'a pas d'emprise sur notre façon d'aborder les choses, sur notre vie en général. Alors que dans la société africaine, ce n'est pas forcément le cas. Alors quand on a des parents qui sont prisonniers de ce format-là, des parents qui sont prisonniers de regard que porte la famille, que portent les amis, les voisins sur notre vie, forcément on a une action qui vise à paraître le plus aseptisée dans la société. Donc c'est sûr que dans ce cas, si on a par exemple une fille qui est tombée enceinte à l'âge de 14-15 ans, de toutes les façons, on va l'éloigner le plus possible du regard des autres pour éviter d'avoir la honte qui est sur nous tout simplement. Mais par contre, je vais revenir sur ce que les deux interlocuteurs en face ont dit. Effectivement, un enfant, il a besoin d'amour. Je conviens totalement de ça avec vous. Et je conviens également avec vous pour dire qu'il faut avoir une forme de réaction, une forme de but dans la vie consistant à avoir un dépassement de soi, qui consiste justement à avoir cette action-là qui nous permettra d'aider les autres. Ça, je le conçois. Mais ça, ce sont des événements sporadiques. C'est-à-dire que finalement, ça, c'est moi. Si je décide d'avoir une action qui va au-delà de ma personne, c'est moi. Je ne suis pas responsable de ne pas le faire. Mais justement, en parlant de ça, est-ce que c'est pas censé commencer par toi? Justement, est-ce que le premier pas, c'est pas toi qui est censé ce qui nous met ce qui nous met nous tous dans une société sur la même base, c'est l'élément qu'on a en commun. L'élément qu'on a en commun, c'est un État, c'est une société, etc., etc. Et c'est à ce niveau que pour moi, le principal mouvement, non pas que je dise que ce n'est pas important de s'engager, etc., mais je veux dire que le principal mouvement doit venir de la part de l'État. Parce que l'État, c'est l'entité qui a les moyens déjà pour pouvoir répondre à un certain nombre de besoins. On cite là des orphelinats, on cite là diverses associations qui au quotidien se battent pour nourrir des enfants. Ces entités, ces orphelinats, etc., comment ils font pour vivre? Comment ils font pour vivre des dons. Des dons. Donc finalement, ils sont tributaires des dons des personnes. Ce qui n'est tout simplement pas normal. Je pense que l'État devrait prendre ses responsabilités, à défaut d'avoir déjà des organismes étatiques pour gérer ce genre de problème, avoir au moins un système de budgétisation mis en place pour ces différents organismes. C'est en ce sens que je dis, pour moi, le principal vient de l'État. Non pas que je sous-estime l'engagement personnel qu'une personne puisse avoir vis-à-vis de ce genre de problème, mais je veux dire que pour moi, c'est d'abord à l'État de prendre complètement ses responsabilités. La base qu'on a généralement, elle est juridique. La plupart des États, ils ont signé des chartes à l'international sur un certain nombre de problèmes. On va justement revenir sur le plan, l'aspect purement juridique. Évidemment que des structures qui prennent en charge des enfants abandonnés, ça existe. On a parlé de cette structure publique, la Maison Rose qui accueille des jeunes filles. Il y a le centre Guindi au Sénégal également qui recueille des enfants justement abandonnés dans des situations difficiles. Moussa, je viens à toi, mais avant ça, je me réfère réagir, Félicia, sur l'histoire de Orly. Si tu nous permets, évidemment, Orly, de rebondir sur cette histoire. C'est quoi, quelle appréciation fais-tu de son histoire? Et comment aujourd'hui éviter un petit peu ça? Est-ce qu'il faut redoubler la sensibilisation? Parce que c'est un point, évidemment, qu'elle a souligné, mais souligné au rouge, parce que pour elle, ça n'existe pas, ou c'est pas assez, la sensibilisation. Que faut-il faire aujourd'hui? Déjà, on réagit sur son histoire. Qu'est-ce que tu en as pensé?
Personnellement, ça m'a touchée parce que ma sœur, elle a vécu la même chose. Avec sa meilleure amie aussi. Donc, j'ai envie de te dire que c'est pas du tout facile. C'est extrêmement difficile. Alors, oui, il faut redoubler de la sensibilisation, mais aujourd'hui, on a nos téléphones. On peut s'informer. On peut aller. Google, c'est notre ami. On peut essayer de s'informer et de savoir. Mais nos téléphones nous servent juste à aller sur Facebook, aller sur Instagram. Mais ne pas aller sur Google, c'est quand même un peu dommage. Parce qu'aujourd'hui, moi déjà, je fais tout avec mon téléphone. Du coup, j'essaye de chercher. Si je ne connais pas quelque chose, je vais sur Google. Alors, les filles de mon âge qui, on va dire, en griffe, vont juste pour faire la fête et après venir se plaindre, je ne suis pas d'accord. Tu es influenceuse, tu es très suivie sur les réseaux sociaux, Instagram et tout le reste. Je veux dire, est-ce que tu es dans cette sensibilisation-là? Est-ce que tu joues de ton influence pour justement apporter des messages, pour sensibiliser cette jeunesse-là, cette génération tête baissée qui est tout le temps sur le téléphone, cette génération connectée? Comment ça se passe? Est-ce que tu jouis justement de l'aura que tu as pour sensibiliser? Oui, effectivement, mais c'est quand on a parlé tout à l'heure du regard des autres. À chaque fois que je fais un direct, on va toujours me faire un petit commentaire, mais tu sors la nuit. Ce n'est pas parce que je sors la nuit que je ne peux pas aider. J'essaie de faire de mon mieux pour que la personne qui est en face de moi ou qui m'écoute soit meilleure. Pour que la jeune fille qui a l'intention d'aller déposer son enfant dans une poubelle ou dans la poubelle, rue, etc., ne le fasse pas en fait. Voilà, moi j'essaie. C'est vrai, je ne suis pas parfaite. Ça, je vais le dire clairement. Ça n'existe pas, la perfection. Voilà, mais j'essaie. À chaque fois que je fais un direct, que ce soit à l'église, chez moi, ou même quand je suis dehors, je parle des enfants. Je parle d'essayer d'avoir une bonne conduite pour être quelqu'un demain. Parce que c'est tout ça. Parce qu'on a des petits frères qui nous regardent, effectivement. Et il n'y a pas que Trace. Il y a nous aussi. Donc, ils nous regardent, mais qu'est-ce qu'ils voient? C'est ça. C'est que si on n'a pas de, enfin, si on ne sert pas d'exemple, ça devient un petit peu compliqué. Comment se reconstruit, les amis? On marque une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Tout de suite, en lien évidemment avec la première thématique, les amis, nous allons nous arrêter sur un autre phénomène plutôt, j'ai envie de dire, intéressant, c'est l'adoption. Orly, est-ce que justement, en parlant de culture, parce qu'il faut toujours le dire, est-ce qu'on a cette culture? Parce qu'on a l'impression toujours que l'adoption, ça concerne les autres. Quand je parle des autres, c'est l'Occident. Et que nous, en Afrique, est-ce qu'on a cette culture-là d'adopter, de donner une seconde chance à un enfant abandonné, justement? Merci pour la question. Déjà, sincèrement, je ne pense pas qu'on ait cette culture-là, parce que c'est quelque chose qui ne fait même pas partie de nos débats. D'habitude, on ne va pas entendre notre maman ou notre papa en parler facilement déjà. Et effectivement, la plupart du temps, moi par exemple, je suis sincèrement désolée, mais quand on me parle d'adoption, je vais essayer de repenser à j'ai entendu ça où et je vais me dire ah oui, dans un film. Donc la plupart du temps c'est comme ça. C'est la seule référence qu'on a en général. Effectivement, on n'en parle pas déjà qui nous en parle à l'école, on en parle avec qui. C'est très difficile d'ailleurs de rencontrer aussi un ami ou bien quelqu'un qui va nous dire ah moi je suis un enfant adopté. C'est pas le genre d'échange qu'on a très souvent. Ça c'est la télé. C'est vrai. Alors on va quand même y aller sur on va définir quand même l'adoption. Quelle définition? Enfin, une définition assez générale ou sommaire, ça dépend de toi, mon cher Moussa, mais qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que tu entends par adoption? Déjà, oui. Bon, pour certaines notions, il faut avoir, comme vous avez dit, une certaine définition et partir de cette définition pour pouvoir donner quelque chose d'objectif comme réponse. Et il se trouve que l'adoption vient de adopter, vient du latin ad optare, qui signifie choix, donner, prendre par choix. Les deux termes sont très importants, prendre par choix. Parce qu'en fin de compte, lorsqu'il y a une adoption, qui est-ce qui fait le choix de prendre? C'est celui qui adopte, celui qui va être le parent. En fin de compte, encore, on se rend compte que l'enfant dans ce processus-là n'a pas de mots à dire, si on peut parler. Il est très jeune, après, il n'a pas son avis à donner. Mais il se pose la question du profit. Il se pose la question de l'opportunité. À qui profite
cette adoption-là. On peut faire des dissertations sur la philanthropie de certains et dire que c'est par bon cœur qu'on adopte. On peut faire aussi des dissertations et dire que à partir de la précarité de l'autre, bon, l'adoption, c'est la meilleure solution. Mais c'est pas très lointain dans le temps. En 2004, Archi2Zoé a été fondée. En 2007, il y a eu le scandale Archi2Zoé. Exfiltration d'enfants du Tchad que l'on présente aux futurs adopteurs que ce sont des victimes. Alors que c'était une opération illégale. On se rend compte que déjà qu'il y a un problème, et il y a aussi un problème avec un principe qui a été lancé en 1993 par la charte de la Haye, qui parle précisément de l'adoption, que l'adoption doit se faire principalement lorsque ça va dans l'intérêt de l'enfant. Là, avec le cas d'espèce de l'Archi2Zoé, on se rend compte que voilà. Et ça, c'était beaucoup plus, on avait l'impression même que c'était, on va dire, on peut le dire, que c'était un business organisé autour, malheureusement, de ces enfants-là. Voilà. Il y a toujours la question de l'opportunité, mais quand on dit aussi que l'adoption est chose inconnue en Afrique, j'ai un peu un tic. On en sait quelque chose. Par exemple, Amsatou Sow Sidibé a fait un travail sur la question de l'adoption et elle a dit que chez les Sérères non au Sénégal ici, il y a un certain procédé social qui vise à donner à la femme qui n'est pas fertile un enfant. Donc, il y a adoption. Cheikh Modibo Diarra, scientifique très connu dans le monde, dans un livre d'autobiographie, il disait même que dans sa maison familiale au Mali, on en allait jusqu'à même ne plus distinguer la fille ou le fils de l'une des mères et le fils ou la fille de l'autre. Cela dit que même en interne, dans les familles africaines, il y a... peut-être on ne dirait pas adoption, mais quand même il y a... Parce que c'est là la confusion, mais pourtant ça reste une adoption, parce que nous, en fait, quand on parlait évidemment de peut-être pas le fait que ça soit moins présent, c'est beaucoup plus cette forme d'adoption classique où on va dans une structure, on va prendre un bébé et il y a le plan administratif et tout le reste. Mais il y a une adoption légale dont on parle et qui nous est inconnue. Il y a une adoption de fait que l'on fait comme ça. Justement par rapport à ça, Félicia, le fait par exemple, parce que je reste dans l'argumentaire de notre ami Moussa, tu as des sœurs, tu as des frères, tu prends le fils de ta sœur, c'est une forme d'adoption. Si tu décides aujourd'hui de lever la fille de ta sœur, c'est une forme d'adoption également. Oui, effectivement. Et pour la petite anecdote, mon père, il a adopté beaucoup d'enfants. Et on a une très grande famille. Papa déjà Ekoumdan. D'accord. On passe le concours à Michel Dang. On a une très grande famille. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de distinction. Franchement, c'est comme si on avait... Non, si on a le même sang. On partage tout ensemble. C'est-à-dire que l'adoption, c'est bénéfique pour l'enfant et pour le parent d'en face. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, comme tu as dit tout à l'heure, qui ne sont pas fertiles. Et il y a certaines qui ne veulent pas, parce qu'il faut le dire, qui ne veulent pas mettre au monde. Parce qu'elles vont te dire, j'ai entendu que ça fait mal, etc. etc. Bon, c'est tout le processus, je vais dire 9 mois de... voilà, c'est peut-être tout ça, les nausées qui vont avec aussi. Bon, voilà. Donc ça peut expliquer l'inquiétude de certaines femmes à vouloir donner évidemment la vie. On va revenir, mon cher Ibrahim, sur l'adoption. C'est vrai que Moussa est revenu vraiment de manière générale sur ce principe-là. En fait, est-ce que c'est vrai, tu l'as dit, culturellement, dans certaines ethnies, dans certaines parties du continent, on retrouve évidemment cette forme d'adoption. Alors, tu l'as dit, prendre le fils de son frère, c'est une forme d'adoption aussi. Mais est-ce que culturellement ou bien traditionnellement, il n'y a pas, on va dire, une sorte de barrière? Parce que sur le continent, on a aussi du mal, traditionnellement, de se dire, tant que ce n'est pas mon enfant, je ne peux pas donner le même degré d'amour. Et le regard parfois même de la société de se dire, ok, cette femme, elle est infertile, elle ne peut pas donner d'enfant, elle ne peut pas mettre au monde. Ça aussi, ça peut changer de savoir, ah tiens, mais elle a pris l'enfant de quelqu'un d'autre, ce n'est pas son enfant. Et le pire, c'est que quand l'enfant grandit, généralement, il nous balance ça en pleine figure. Tu n'es pas ma mère. Là encore, ça devient un peu compliqué. Mais revenons sur le plan de la tradition. Est-ce que la tradition, quelque part, nos rites et coutumes nous freinent un peu dans ce processus qui est l'adoption sur le continent? Je pense que la réponse, elle est un peu dans la question, pour aller dans le sens de Orly. L'adoption, après, il existe effectivement des cultures qui conçoivent l'adoption comme étant une chance, mais en règle générale, dans la tradition africaine, l'adoption
n'est pas commune à l'Afrique par essence. Mais ça, en vérité, ça questionne surtout la place de la femme. C'est pourquoi je disais que vous répondez un peu à la question. En ce sens que l'adoption, c'est déjà en quelque sorte un aveu d'infertilité. Et par définition, dans l'Afrique, comme on l'entend aujourd'hui... Ou pas du tout. C'est qu'il y a des femmes qui ont des aptitudes... je m'attache surtout à l'adoption de façon traditionnelle parce que quelle serait effectivement la vertu de l'adoption aujourd'hui ? Dans un monde comme le nôtre, avec, comme on l'a dit en première partie d'émission, autant d'enfants abandonnés, on pourrait se dire que ce serait une chance pour ces femmes-là qui n'ont pas la grâce de pouvoir enfanter, de connaître les joies de la maternité. Mais en vérité, ce qui se passe, c'est que la place de la femme dans la société africaine, elle est conditionnée même par sa capacité à enfanter. Ah oui, ça c'est vrai, parce qu'il y a des familles, si tu es marié 10 ans, pas d'enfant, tout de suite... Et donc, de fait, accepter l'idée d'adopter un enfant, alors qu'on n'est pas apte à faire un enfant, ce serait une façon de crier son inutilité. Et c'est comme ça qu'on le conçoit. Et c'est peut-être pourquoi, en Afrique, la notion d'adoption n'a pas pignon sur rue, en fait. Je pense qu'en vérité, c'est parce que ça questionne la position même de la femme. Et je pense même que pour vulgariser en réalité le terme, il faudrait déjà qu'on commence par concevoir la femme comme n'étant pas un objet à faire des enfants, tout simplement. Je pense que si on acceptait de se dire que certaines femmes, effectivement, ne font pas d'enfants par choix, ou tout simplement que l'infertilité n'est pas un défaut, n'est pas une tare, c'est simplement une circonstance. Mais pourquoi toujours la femme? Je veux dire, pourquoi tout de suite, quand on pointe du doigt lorsqu'il y a un problème, c'est... Parce que par définition, la société africaine, elle est misogyne. C'est-à-dire qu'on va rarement dire que c'est l'homme qui est infertile. On va plutôt s'attacher à la femme parce que c'est le maillon, entre guillemets, faible de la société. C'est ce qu'il faut changer aujourd'hui, Orly, ce regard-là un petit peu sur la femme? Effectivement. Excusez-moi, mais en fait, rien que pour avoir des amis qui n'arrivent pas à avoir des enfants et qui se battent au quotidien pour en avoir avec leurs compagnons, je peux clairement ressentir ça. Vous savez, quand on parle d'adoption aujourd'hui, pour revenir sur le thème, quand on parle d'adoption aujourd'hui, n'oublions pas que nous sommes en Afrique. Et je dirais que l'Afrique est très spirituelle. Donc aujourd'hui, dire je me lève, je vais prendre un enfant dans une structure et autres, dès que tu auras le moins de soucis, etc., c'est toute la famille qui va venir te dire, en fait, tu as pris un enfant, on a vu cet enfant-là se balader dans la nuit, il a tué tel, il a fait telle chose. Non, mais ce sont des réalités en plus. L'Afrique est très, très, très spirituelle et cela empêche malheureusement l'épanouissement de certaines femmes. Il y a des femmes, c'est vrai, elles ont besoin de vivre cette étape-là qu'est la grossesse, etc., mais elles ont surtout besoin de vivre le fait d'être une mère, le fait de pouvoir donner de l'amour. Il y a des femmes célibataires qui sont stériles, d'accord, qui aimeraient bien vivre ça, mais qui sont vraiment cloîtrées chez elles et étouffées. Pourquoi? Parce que justement, que va-t-on dire? Qu'est-ce que la société pensera de tout ce qui se fait en termes d'adoption, etc. Pire, si la dame elle est noire, elle prend un enfant blanc. Vous voyez un peu, c'est un peu tout ça le contraste. Et en revenant justement au fait que l'adoption n'est pas quelque chose de courant en Afrique, c'est très difficile, d'ailleurs, c'est très difficile de trouver des structures spécialisées là-dedans. C'est très difficile d'avoir des conseils là-dedans. Et même, il y en a qui trouvent des barrages lorsqu'elles veulent faire une adoption. C'est vraiment pas évident. Parce que sur le plan administratif, on demande beaucoup de choses. On a même l'impression que la structure ne veut pas te mettre dans ces conditions-là pour que tu puisses, toi, être maman ou papa demain. On revient à l'adoption, Félicia. On a parlé tout à l'heure un petit peu de le fait de... Voilà, la définition, le latin de l'adoption, qui est de prendre par choix. Justement, est-ce que le fait de prendre par choix, c'est une seconde chance? Parce que la question de Moussa, elle est pertinente. À qui profite réellement l'adoption? Est-ce que ça profite réellement aux jeunes, aux bébés qui a besoin d'une seconde chance, ou bien des parents qui adoptent, qui eux aussi ont besoin d'une seconde chance, évidemment étalée sur ce plateau en ce qui concerne l'infertilité de la femme ou bien de l'homme? Ça va dans les deux sens. Ça profite à tout le monde parce que l'enfant qu'ils vont prendre, ils vont donner de l'amour à cet enfant. Et ça va donner de la joie dans cette famille. Parce que vous savez, une famille sans enfants, surtout pour ceux qui sont désireux d'avoir d'enfants, ils sont un peu tristes. Ça crée des palabres. Mes voisins d'à côté, quand je suis au Gabon, voilà, juste la petite histoire, ils se discutaient tout le temps. Mais vraiment tout le temps, ça faisait des cris. La dame, elle ne rentrait plus parce qu'elle avait besoin d'avoir un bébé. Mais après maintes réflexions, le mari a emmené comme ça un enfant à la maison et les choses ont changé.
Après 2 mois, les choses ont évolué. Je ne sais pas comment, si c'est vraiment le miracle du bébé, comme elle appelait le petit miracle, les choses ont évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'adoption pour moi, c'est une deuxième chance et c'est très bénéfique pour l'enfant et pour les parents. Deuxième chance, je reste avec toi Félicia parce que tu as abordé un point. Deuxième chance par excellence, hein, évidemment. Mais alors, il est prouvé que 60% des parents qui adoptent des enfants se retrouvent être se transforment en bourreaux pour ces enfants-là, c'est-à-dire que c'est des enfants qui se retrouvent dans des foyers où ils sont maltraités. Que faut-il faire aujourd'hui? Voilà pourquoi la question de Moussa elle est pertinente. À qui profite réellement l'adoption? C'est-à-dire que est-ce que quelque part aussi des structures, il y en a pas beaucoup sur le continent. Orly l'a également souligné, et c'est un fait. Hein. Il n'y a qu'à sortir dans les rues, dans les ruelles, un peu partout, les demander. Il y en a, on les compte hein, sur les bouts des doigts. Est-ce que quelque part aussi ces structures-là, même si elles ne sont pas nombreuses, doivent au préalable mener une réelle enquête sur, on va dire, ces parents-là qui viennent adopter? Parce que comment retrouver qu'un enfant qui a besoin, lui, de se retrouver, qui a besoin d'une nouvelle famille, d'une nouvelle chaleur familiale, se retrouve aujourd'hui avec des bleus sur le corps? Comment l'expliquer? Effectivement, il faut tout un cheminement. Voilà pourquoi je pense que ces structures prennent le temps nécessaire avec la paperasse nécessaire qu'ils fournissent aux parents pour qu'ils essayent de remplir cela. Parce que je pense, j'ai lu un article la dernière fois sur Google, pour adopter un enfant... Ah, tu es très Google en même temps. C'est mon ami, c'est mon meilleur ami. Bon, d'accord. Pour adopter un enfant, il faut être âgé de plus de 28 ans. Et certains exigent même d'être mariés pour avoir un enfant. Et après, ils demandent aux amis, aux connaissances, comment se passe votre vie de couple. Parce qu'eux aussi, derrière, ils mènent leurs enquêtes, parce qu'ils ne veulent pas donner des enfants, comme tu l'as dit, au bourreau. Ouais, on ne donne pas un enfant à n'importe qui, comme on dit. Pas parce que c'est un enfant que tu vas maintenant le maltraiter n'importe comment. Mieux tu le laisses où il était, avec d'autres personnes. Moussa? L'enquête de moralité, donc, c'est quelque chose à faire pour la question de l'adoption. Et pour en revenir à ce que je disais, il y a de cela un an ou plus, un documentaire a été réalisé en collaboration TV5 Monde et Le Monde, journal Le Monde. Et avec des enfants qui ont été adoptés entre guillemets au Mali par une association. Ces enfants-là, après 30 ans, se retournent au Mali pour faire des enquêtes pour savoir est-ce que l'adoption qui a été faite était légale. Une de ces personnes-là, un homme vraiment devenu un grand homme, il montrait le dossier de son adoption et quelque part il dit « Ma mère était analphabète et voilà une très belle écriture avec sa signature. » Vous voyez un peu qu'à l'international, il peut y avoir danger parce qu'il peut y avoir adoption et sans consentement réel parce que, par exemple, c'était dans les années 70, 80, par exemple, les parents n'étaient pas étaient analphabètes pour pouvoir vraiment être au fait de ce qui est écrit dans le contrat et que donc c'est un abus de confiance. C'est donc des choses sur lesquelles vraiment il faut réfléchir et toujours prendre en compte la haie de 1993, toujours qui disait que est-ce dans l'intérêt principal de l'enfant, cette adoption-là, et est-ce que les droits fondamentaux de l'enfant ont été respectés une fois l'adoption faite? Ce qui revient au choix, à qui donne-t-on ces enfants? Donne-t-on ces enfants à des personnes qui les maltraitent? Là, l'adoption ne devient pas un choix par excellence, ça devient le malheur pour cet enfant. Et même dans ce documentaire-là dont je parlais, par crise d'identité, une des personnes est morte parce qu'elle est tombée dans la drogue et tout ça. Donc, ce sont des choses que je pense qu'il faut prendre en compte, en plus des choses que l'on vient de se dire sur le plateau pour que l'adoption ne soit pas un second enfer pour l'enfant. Oui, et Ibrahim? Pour revenir à la question que tu as posée tout à l'heure, à savoir comment finalement on arrive à avoir des enfants qui sont adoptés et qui se retrouvent à vivre des sévices corporels ou même mentaux, etc. La réponse est un peu dans ce qu'elle a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que il faudrait pas penser l'Afrique comme étant un élément, un corpus de personnes qui sont juste physiques. L'Afrique, elle est très spirituelle. Et évidemment, lorsqu'on adopte un enfant qui vient avec son bagage spirituel ou son prétendu bagage spirituel, lorsqu'on fait face à certaines difficultés, automatiquement on se dit « Ah, mais c'est le petit sorcier quand même ». Par exemple. Déjà, ça pourrait expliquer une partie des souffrances que vivent ces enfants. Et de l'autre côté,
On a également un phénomène qui est très répandu dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, notamment le Bénin par exemple, que je connais un peu, dans lequel des fois on adopte des enfants pour en faire des serviteurs. C'est déjà la volonté affirmée au moment de l'adoption. C'est-à-dire qu'on prend un enfant qui finalement va servir à aller au marché, ou à vendre de l'eau dans la rue, et tout qui ne va jamais être scolarisé, et qui finalement sera adopté, mais qui aura toute sa vie connu une vie d'esclave, par exemple. Donc, au niveau du rapport qu'on a à l'adoption, il faudrait déjà qu'en amont, on puisse avoir des mécanismes en place pour pouvoir savoir à qui on confie un enfant. Comme il disait, à qui profite normalement l'adoption. Une enquête de bonne moralité. Une enquête de bonne moralité qui nous permet de... Et derrière, avoir aussi un système de contrôle. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, il y a ce qu'on appelle la DAS, qui est un organisme qui se charge de placer des enfants en famille. Et derrière, il y a quand même un contrôle. C'est vrai qu'il peut y avoir des vices, il peut y avoir des tares. Et c'est sur le plan, tu fais droit, Ibrahim, permets-moi de te questionner sur ta formation. Du coup, sur le plan juridique, qu'en est-il en ce qui concerne évidemment ces adoptions, ou bien ces adoptions qui ont été, on va dire, réalisées de manière pas dans les normes, tout simplement. Vous savez, la particularité de l'Afrique, c'est que en général, dans les textes, tout est prévu. Mais dans l'application des textes, c'est à ce niveau-là que se trouve le petit blocage. C'est-à-dire que l'adoption, effectivement, c'est un procédé finalement qui se conçoit assez simplement de façon légale. Mais derrière, est-ce qu'on a mis en place les moyens pour contrôler cette adoption-là? Est-ce que l'État a une volonté affirmée de savoir ce qui se passe? Je pense que généralement, non. Généralement, derrière, on détourne le regard et puis les enfants sont finalement livrés à eux-mêmes. Ce qui est généralement une fabrique à délinquants, une fabrique à futures personnes psychologiquement atteintes, etc. etc. Donc je pense que juridiquement, en réalité, le corpus est prêt, mais c'est surtout au niveau des moyens qui sont mis en place pour le contrôler. Donc, comme on dit, il est difficile de joindre l'acte à la parole. Exactement. D'accord. On va revenir sur un point, Orly, j'ai besoin de ton avis et je vais prendre celui de Félicia parce que vous êtes les seules femmes sur ce plateau-là. Il est dit, il y a une star du cinéma africain que vous connaissez très bien, je ne sais pas si vous connaissez, Claudia Tagbo. Elle est ivoirienne, comédienne. Aujourd'hui, elle a commencé sur la scène, évidemment, elle nous fait rire. Elle disait dans l'une de ses déclarations, je cite, parce que je mets entre guillemets, elle disait qu'aujourd'hui, l'adoption, malheureusement, est devenue un effet de mode. Elle s'explique. Elle dit qu'aujourd'hui, sur le continent, on a des stars américaines, par exemple, qui viennent sur le continent adopter des jeunes, pas parce que, évidemment, elles sont, on va dire, poussées par cette envie philanthropique d'être cette personne. Voilà. C'est parce que c'est tendance. On a des stars comme Angelina Jolie qui a été pointée du doigt, on a Madonna également qui a été pointée du doigt, qui adopte beaucoup en Éthiopie. Est-ce que c'est le cas? Vous partagez son avis aujourd'hui, Orly? L'adoption, pour certaines personnes, c'est devenu malheureusement un effet de mode? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. J'ai l'impression que surtout, on va de plus en plus prendre des enfants pour des accessoires, ou encore, excusez-moi du terme, pour des caniches, parce que c'est beau. Quand on te voit marcher avec, on se dit « Ah oui, elle a eu assez d'argent pour pouvoir faire une adoption. » Ah voilà, c'est comme si tu montrais que côté niveau social, tu évoluais. Maintenant, là, j'interpelle plus par rapport à une prise de conscience de l'Afrique même. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que si on veut que l'Afrique se développe, ce n'est pas uniquement parce qu'il y a par exemple 4 personnes sur ce plateau qui réfléchissent d'une certaine façon. Non. L'Afrique, c'est tout un peuple, c'est tout le monde sur le continent africain. Et en passant par tout le monde, on passe aussi par les enfants. Parce que nous, on va leur léguer un héritage. Et léguer un héritage, ce n'est pas uniquement à nos frères et à nos cousins et autres, non. Sinon, on va se retrouver justement avec toutes ces personnes-là, tous ces enfants adoptés-là, qui n'auront pas de repères et qui auront des troubles devant. Donc, c'est très important de prendre déjà conscience de ça. Ce serait bien que l'Afrique prenne soin de ses enfants. Ce serait bien que l'Afrique prenne soin de ses enfants. Oui, parce que la question est Angelina Jolie qui est pointée du doigt, d'ailleurs pour la petite histoire entre parenthèses, parce que oui, de temps en temps on est sur Google aussi, ma chère Félicia, et puis sur Google on apprend évidemment qu'en 2016, la raison par excellence de la rupture entre Brad Pitt et Angelina Jolie, c'était justement par rapport à l'adoption, parce que Angelina Jolie reprochait à Brad Pitt qu'il aimait beaucoup plus ses enfants adoptés qu'elle. Bon, évidemment, c'était pour recontextualiser un petit peu la chose, mais ce qui est encore plus dangereux, et ce que tu dis c'est intéressant, Orly, pourquoi? Parce que la question que les gens se posent, c'est pourquoi l'Afrique?
pourquoi vous venez adopter ici? Il y a les mêmes situations qui sont vécues aux États-Unis, ils peuvent adopter là-bas. Pourquoi toujours l'Afrique? Toujours l'Afrique parce que ça dépend de la manière dont tu te vends. Aujourd'hui, on va toujours dire oui, l'Africain, l'esclavage, etc. et tout, mais c'est nous qui décidons de nous vendre d'une certaine façon. Aujourd'hui, tout le monde a son vécu, tout le monde a encaissé des coups par rapport à la vie. Mais quand tu te montres face à quelqu'un, c'est toi qui décides de montrer si tu veux te présenter en tant qu'une personne qui a été traumatisée durant toute son enfance ou de te montrer en tant qu'une personne qui s'est reconstruite et qui est forte aujourd'hui et qui peut mobiliser et moraliser et motiver d'autres personnes qui étaient comme toi il y a quelques années. Donc c'est nous qui décidons. Malheureusement, c'est notre façon de nous vendre à l'international. C'est pas autre chose. Oui. Et pour ajouter à ce qu'elle dit, effectivement, il serait temps que l'Afrique, en fait, moi je pense qu'il serait temps que l'Afrique soit vraiment une communauté. Parce que finalement, on vend tous un peu cette image de l'Afrique comme étant une société, une communauté, alors que l'Afrique est tout sauf une communauté en l'état actuel des choses. Face à la misère que peuvent rencontrer les autres, notamment les enfants abandonnés, etc., la majeure partie des personnes a vite fait de détourner le regard. Donc il serait temps peut-être que l'Afrique aussi, à ce niveau-là, ait une action qui vise à vraiment être une communauté. Parce que finalement, là tu parlais de starification de l'adoption aujourd'hui, mais c'est finalement parce que l'Afrique c'est un peu le réceptacle de toutes les misères et chacun peut venir y faire ce qu'il veut. Si on prend même seulement sur un autre sujet, les artistes noirs qui aujourd'hui retournent dans entre guillemets leur pays d'origine, au finish ça vaut rien. C'est juste test ADN. Voilà, c'est juste le petit plaisir. Voilà, c'est juste le petit plaisir de dire que moi j'ai le passeport de tel ou tel pays, c'est tendance finalement. Mais derrière, ça n'a aucune portée réelle qui vise à changer les choses. Donc je pense que ce serait peut-être le moment que l'Afrique soit vraiment une communauté, que ce soit vis-à-vis des enfants abandonnés, vis-à-vis aussi de la notion d'adoption, parce que ce serait peut-être aussi une réponse formidable à toutes ces femmes qui ont le malheur de ne pas connaître les joies de la maternité. Orly avait rebondi, mais je reviens à toi dans quelques minutes. Félicia, c'est vrai, tout à l'heure, Orly a abordé un point aussi intéressant. Elle parlait le fait que l'enfant adopté se questionne un petit peu sur son avenir, sur sa manière de se construire, de se reconstruire tout simplement en ayant cette information comme quoi il a été adopté. Tu l'as souligné, si tu nous permets évidemment d'aller un petit peu dans l'exemple que tu as eu à émettre et souligner sur ce plateau également en ce qui concerne ton papa, qu'on passe le salam au passage, qui lui aussi a adopté. Comment, tu as dit tout à l'heure que ça se passait bien avec tes sœurs et tes frères adoptés, mais je veux dire, est-ce que c'était difficile pour eux au début quand ils ont su que ça a été le cas? Comment ils l'ont pris? Est-ce que vous avez accompagné ton frère adopté à ne pas être vu uniquement comme un enfant adopté, mais comme le frère tout simplement? Comment ça s'est passé ce processus-là? Déjà, tout c'est psychologique. D'accord. Lorsqu'on t'annonce une nouvelle, ça reste d'abord dans ta tête. Et après, tu analyses les choses. Et c'est l'entourage maintenant qui joue beaucoup un atout fondamental avec un enfant adopté. Alors, pour ma part, nous, c'était léger. Parce qu'on n'a pas fait de différence. Si je prends du pain, tu prends du pain. Je prends un sucre, tu prends un sucre. J'en prends 2, on te donne 2. C'est déjà ça, c'est ce partage équitable qu'il faut inculquer aux enfants, que tu sois adopté ou pas. Quand tu décides d'adopter un enfant, tu lui donnes tout l'amour dont il a besoin et dont tu disposes. C'est vrai qu'on lui demande aux gens de faire des miracles, mais aujourd'hui, lorsque quelqu'un se sent adopté, lorsque quelqu'un se sent exclu, il fait beaucoup de mauvaises choses. Après, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, Ibrahim, on va dire c'est le petit sorcier de la famille. Parce qu'on cherche toujours à accuser la personne qui n'est pas des nôtres. Et ça, c'est ce qu'il faut exclure normalement dans notre société. Parce qu'on a tendance à verser dans la facilité et c'est un petit peu dommage. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Désolé Orly, je sais que tu voulais rebondir sur un point. Donc on remercie au passage Orly, vous êtes entrepreneur. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Félicia, influenceuse également dans différents domaines d'activité. Vous êtes beaucoup plus dans le social. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Mehdi 1. Moussa, ça a été un plaisir. Vous êtes étudiant en journalisme. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Mehdi 1. Et on termine avec notre juriste sur ce plateau. Il s'agit de Ibrahim, étudiant en droit. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Et je profite avant de rendre l'antenne pour rendre un hommage à toutes ces organisations, toutes ces personnes qui au quotidien se battent pour essayer d'apporter un peu de sourire à ces enfants-là. Également, c'est exact. Merci mon cher Ibrahim. Et c'est la fin de votre émission Génération News. On se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. D'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.